Chantal. Bonjour Michael. Alors, dans la vidéo précédente, on parlait de la roue des personnalités. On va maintenant s'intéresser un peu plus en détail aux différents axes qui composent cette roue. Et on va commencer aujourd'hui par l'axe hystérie-obsession. Oui, l'axe hystérie-obsession s'appelle l'axe du comportement. Parce qu'en fait, il illustre le contact que l'on a avec soi, avec les autres et avec l'environnement. C'est également un axe qui comporte d'un côté donc l'hystérie, d'un côté l'obsession, et dans cet axe il y a les phobies et les TOC. Je ne vais pas vous parler volontairement aujourd'hui ni des phobies, il y en a 207 types qui sont répertoriés quand même, et qui nécessitent bien entendu une vidéo particulière. Et il y a également ce que l'on appelle les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, qui sont presque tout aussi nombreux et qui nécessiteront une vidéo que nous allons faire d'ailleurs. Alors pour l'instant, on va reparler de cet axe, un axe qui fonctionne en polarité. Qui fonctionne en polarité et qui est très intéressant parce que l'on pourrait dire que presque il fonctionne comme un élastique. En d'autres termes, on est hystérique, parfois très très hystérique, et de l'autre côté, on est obsessionnel et parfois très obsessionnel. Et dans la thérapeutique, et ça je le dévoile dès à présent, eh bien on va aider les gens hystériques à devenir un tout petit peu moins hystériques et un tout petit peu plus obsessionnels, et l'inverse également. Je rappelle quand même que sur notre roue, nous avons au milieu de la roue, au centre, quand c'est un tout petit cercle, c'est ce que l'on appelle la normose, c'est-à-dire une personnalité pauvre. Il y a ensuite une personnalité normale et ensuite il y a une personnalité borderline sur la roue, ce qui veut dire, et bien sûr ensuite pathologique, mais nous n'allons pas parler de l'hystérie et de la névrose, et de l'hystérie et de l'obsession pathologique, car il n'est pas dans mon but de vous faire un cours de psychiatrie. Alors, revenons quand même sur les extrémités de cet axe. On va commencer peut-être par l'hystérie. L'hystérie, en quelques mots, c'est quoi? Alors, l'hystérie, en quelques mots, c'est le regard des autres. C'est quelqu'un qui est dans la théâtralisation, qui aime bien être vu, par exemple dans une soirée, qui aime s'habiller avec des couleurs, être regardé. Et si cette personne est mise de côté, la soirée va être gâchée. Donc, c'est le regard des autres. Et de l'autre côté, l'obsession, c'est la maîtrise des objets. C'est-à-dire que les deux personnalités sont anxiogènes, ont des aspects d'anxiété. Et donc d'un côté, je vais me mettre en avant parce que je suis hystérique, et de l'autre côté, je vais faire du rangement, je vais être ordonnée, je vais tout prévoir pour éviter d'être anxieuse. D'accord, voilà donc pour le portrait un peu général de l'hystérie et de l'obsession. On va revenir sur tout ça un peu plus en détail, peut-être en commençant par l'hystérie. Déjà, étymologiquement, ça vient d'où ce mot hystérie? Alors, hystérie a été remplacée dans les dernières années par histrionie. Donc lorsque vous entendez le terme histrionie, qui veut dire histrion, c'était un acteur, un comédien dans les temps, dans les antiquités, dans l'antiquité romaine, donc une personnalité qui a besoin de théâtralisation, etc. Et on a donc remplacé l'hystérie par histrion, histrionie. Bon, voilà. Je répète que l'hystérie fait partie de ces troubles anxieux, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui peut avoir des crises d'angoisse et des troubles physiques également. Ah oui. Voilà. D'accord. Alors, il y a deux choses à ne pas confondre, finalement. C'est l'hystérie, on va dire, entre guillemets, saine, parce qu'on a tous peut-être une petite part d'hystérie en nous, et la personnalité vraiment hystérique. Oui, parce qu'il faut se dire qu'il faut bien être quelque chose. Il faut bien être hystérique, paranoïaque, introverti, enfin par rapport à notre roue, il y a tout un tas de possibles. Donc ce que je vais traiter moi aujourd'hui, c'est l'hystérique, on va dire, saine, c'est-à-dire où on est dans la roue de la normalité, et que l'on appelle une personnalité hystérique ou histrionique. Et nous avons un trait qui est assumé, qui est conscient, et qui permet d'être quand même bien dans sa peau. Et je distingue cela de la névrose hystérique, qui est un trouble qui est davantage perturbant et davantage pathologique. Alors comment est-ce qu'on reconnaît une personnalité hystérique ou histrionique? C'est quoi les signes?
Alors, on reconnaît une personnalité de ce type-là parce qu'elle a un très fort désir de paraître. Elle aime beaucoup paraître, elle aime beaucoup parler, se mettre en avant. Et c'est une personne que l'on aime beaucoup parce qu'elle est sociable, elle est sympathique. Lorsque vous avez une personne hystérique dans une soirée, c'est agréable. Cependant, vous allez vous rendre compte qu'elle est très tournée vers elle-même. Il faut véritablement que l'on s'occupe d'elle, qu'on lui parle. Parce que si on ne s'occupe pas d'elle et qu'on la laisse dans un coin, elle ne sera pas très, très contente et elle ne va peut-être pas rester dans la soirée, en l'occurrence. Hein. Donc elle parle fort, mais elle écoute peu. Elle a besoin d'être un peu au centre de l'attention. Hein. Et elle a un contact superficiel. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être l'impression qu'elle va être intéressée par ce que vous dites, elle va retenir ce que vous allez dire, mais en fait, elle ne va pas forcément le retenir. Ah ouais. Alors, dans une soirée, c'est potentiellement sympathique, agréable. Oui. Dans le travail, on imagine que c'est un peu plus compliqué. Alors dans le travail, c'est un peu plus compliqué, mais le trait hystérique a par exemple, des côtés professionnels fort intéressants. Alors par exemple, tous les acteurs qui font du cinéma ou les gens qui font du théâtre doivent obligatoirement avoir un trait hystérique, sinon ça n'est pas possible. Également, lorsque par exemple on est un bon commercial est hystérique. Hein, il faut qu'il mette un petit peu les choses en lumière, en jeu, etc. Hein, il faut qu'il ait un peu du panache. Donc il y a de la publicité, par exemple. Un publicitaire doit également être hystérique, même s'il peut bien sûr être également obsessionnel. Bien sûr. Donc en fonction de son métier, il y a des points forts finalement pour les personnalités hystériques. Alors une personnalité hystérique, son point fort, c'est de savoir s'adapter. Elle va mettre de l'ambiance. Hein, moi j'ai un ami par exemple qui est très hystérique, je l'invite à une soirée, je sais que ma soirée va être réussie. Parce qu'il va mettre du peps, il va mettre du fun, il va raconter une petite blague. Hein. Oui. Il va être dans la séduction. Je n'ai pas encore dit ce terme-là, mais il va être dans la séduction. D'accord. À l'inverse, on imagine qu'il y a aussi quelques points faibles. Alors il y a des petits points faibles, évidemment, par rapport à ce que j'ai cité. D'abord, il y a une somatisation importante. L'hystérique est souvent, il a l'impression d'être malade, de ne pas aller bien. Il va souvent se réconforter chez le médecin. Et l'hystérique a peur de vieillir. Et oui, parce que comme tout est mis sur l'aspect physique, sur l'apparence, etc., il ne vieillit pas bien, hein. Voilà, et il peut avoir une dévalorisation lorsque il ou elle se voit en photo. Un hystérique qui se voit sur une photo ratée, d'une soirée par exemple, il va être déprimé pendant 3 jours. À ce point-là? Ah oui, à ce point-là. Alors l'hystérie finalement, ça touche autant les hommes que les femmes? Ça touche davantage les femmes. Hein, c'est un trait, alors on va voir dans tous les traits de personnalité, il y en a où c'est égal, c'est la même chose pour hommes et femmes, mais l'hystérie, c'est davantage quelque chose qui touche les femmes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, une femme hystérique mariée à un homme obsessionnel, c'est un couple qui marche très bien. Parce qu'elle va mettre du peps, du fun, etc. Et lui, il va être rangé, il va s'occuper des impôts, il va s'occuper des factures de gaz, il va s'organiser. Et généralement, ça fonctionne très bien. On va revenir sur ce côté obsessionnel dans un instant. Quand même encore une petite question sur l'hystérie. Avec l'âge, ça évolue. Est-ce qu'on devient de plus en plus hystérique? Alors, on devient de moins en moins hystérique. Ah. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, les personnes âgées ou très âgées sont très peu hystériques. Mais parce qu'elles n'ont plus tous les fondements dont elles avaient besoin pour être hystériques. Hein. Et donc plus on avance par rapport à l'axe, plus on avance dans l'âge, et plus on va diminuer l'hystérie, mais par contre, plus on va augmenter l'axe qui continue ensuite dans la polarité obsessionnelle. C'est-à-dire l'axe, il a tendance à aller de l'hystérie vers l'obsessionnel. Et dans les EHPAD, on trouvera beaucoup plus de personnalités obsessionnelles que d'hystériques. Un petit mot encore sur le comportement sexuel des hystériques. Est-ce que là aussi on peut s'attendre à des choses un peu folles? Alors on se dit, ouais, une hystérique, c'est une fille qui adore le sexe, qui a plein d'orgasmes, etc. Eh bien non. Elle peut être souvent anorgasmique, parce qu'elle est un peu une allumeuse. Elle est une allumeuse, le pré-contact est très important, elle va faire des préliminaires, mais pouf, ça va s'effondrer parce qu'elle ne tient pas la route dans le contact, hein, et qu'elle n'a pas forcément d'orgasme. Ah ouais.
Ça, c'est très intéressant. Et de manière plus générale maintenant, ça se gère une personnalité hystérique ou histrionique? Alors oui, ça se gère. Hein. C'est d'ailleurs des personnalités que l'on voit fréquemment en consultation. Par exemple, une personnalité hystérique va sonner à mon cabinet, elle va sonner 3 fois. Dodong, dodong, dodong. Elle va me dire Chantal, j'ai sonné parce que, vous savez, c'était moi, pour que vous sachiez. Ah ben oui, je savais que c'était elle. Je n'ai même pas besoin de regarder dans la caméra, je sais que c'est elle. Et quand elle va venir, elle va me dire Tiens, vous avez acheté un nouveau tableau. Non, sauf que c'est la première fois qu'elle s'intéresse à mon tableau. Vous voyez, je l'ai depuis peut-être 2 ans. Elle ne l'a jamais vu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans une personnalité hystérique? Il faut essayer, non pas de la casser, non pas de la rendre moins fun, moins séductrice, etc., mais peut-être un peu essayer de développer un tout petit peu l'autre polarité et de lui dire « Ah bon, écoutez, on ne va pas aujourd'hui parler de Pierre, Paul, Jacques, de votre père, de votre cousin. Et si on parlait que de l'un d'entre eux? Ah bon, ah oui, on va parler aujourd'hui que de mon père. » Mais ça va être très difficile parce qu'elle voudra immédiatement s'échapper de nouveau vers un autre personnage. Ah oui. Ah oui. Alors justement, on va passer à l'autre polarité de cet axe hystérie-obsession, qui est donc l'obsession. Alors là, l'obsession, en quelques mots, et surtout l'étymologie de ce mot. Parce que ce mot a une étymologie en latin, obsessio, signifie être assiégé. Être assiégé, c'est intéressant quand même. C'est-à-dire, c'est l'intrusion d'une pensée que la personne a en elle, et qui font après des TOC, des pensées compulsives et obsédantes, et dont elle ne peut pas se débarrasser. C'est-à-dire, on dit aussi dans le terme courant, une manie. Vous savez, il y a des gens qui vous disent « je suis maniaque ». Mais le véritable terme, c'est obsession, et dans le vocabulaire courant, on utilise ce terme-là. Et je répète, je ne parlerai pas des TOC. D'accord, parce qu'il y en a beaucoup, et que c'est encore... Entre être obsessionnel et avoir des TOC, il y a quand même une sacrée marge. Ça se reconnaît quand même assez facilement, une personne obsessionnelle. Alors, une personne obsessionnelle se reconnaît assez facilement, parce qu'elle est... je vais vous donner quelques termes. Elle est perfectionniste. Elle est organisée, elle est rangée. On peut compter sur elle. Elle est toujours à l'heure. Donc ça, c'est des côtés assez intéressants. C'est quelqu'un de rigoureux, qui va être rigoureux, mais la créativité n'est pas au rendez-vous. C'est une personne qui n'est pas très créative et qui a besoin de prévisibilité. C'est-à-dire qu'un obsessionnel dont la femme va lui dire « Ah tiens chérie, aujourd'hui on va aller manger chez les trucs et chez les machins », il va dire « Mais attends, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Moi je n'étais pas au courant de ça. Là maintenant tu me le dis, mais comment je m'habille et qu'est-ce qu'on fait du chien? Il faut vite aller le promener et j'aurais dû ci et j'aurais dû ça. » Ça va lui gâcher son déjeuner ou son dîner. Ah oui. Alors on imagine qu'une personnalité obsessionnelle, elle est plus à l'aise dans une profession justement où on a besoin de rigueur. Par exemple, une profession comme d'être gestionnaire, de faire de la comptabilité, d'être, alors j'allais dire un contrôleur du fisc par exemple. Ça c'est vraiment des professions où les gens sont très à l'aise et où ils font une bonne carrière parce qu'on peut compter sur eux. On peut compter, par exemple une assistante qui est obsessionnelle, elle va vous mettre un courrier sur la table avant même que vous ne l'ayez envisagé. Et ça rassure. Mais de faire une équipe entièrement avec des obsessionnels va manquer de fun et va manquer de créativité, donc attention quand même. D'accord. On disait tout à l'heure que les personnalités hystériques étaient plutôt des femmes. Est-ce que les personnalités obsessionnelles, du coup, sont plutôt des hommes? Des hommes. Et c'est pour ça que quand je cite mon histoire de couple, souvent monsieur, c'est monsieur obsessio, comme dans mon petit livre « Suis-je normal, docteur ?» et madame, c'est madame hystéro. C'est davantage masculin. Et de plus, avec le temps, on devient de plus en plus obsessionnel. Ah ouais. Donc c'est l'opposé de l'hystérie finalement. Voilà, c'est l'opposé. Côté sexuel, ça a des effets? Oui, parce que l'obsessionnel veut que ça se passe toujours bien, il est un peu dans l'idéal des choses. Il ne peut pas se permettre que quelque chose ne fonctionne pas bien. Et comme pendant la sexualité, il va se dire qu'il veut être parfait, parce qu'il faut qu'il soit dans le timing, etc., eh ben, il n'est pas forcément parfait.
Parce qu'il prend un peu le dessus sur l'acte naturel de la relation sexuelle. Et l'obsessionnel peut souvent être éjaculateur prématuré. Et ça, c'est terrible pour lui. Ah oui. C'est terrible, parce qu'il y pense. Et ça peut devenir un toc, vous voyez, ça peut devenir je ne vais pas tenir suffisamment longtemps, ma femme ne va pas être contente. Et du coup, il va plonger en plus là-dedans, à fond là-dedans. Alors, vous nous disiez que le comportement obsessionnel, ça s'aggrave entre guillemets avec le temps. En tout cas, on devient de plus en plus obsessionnel. Avec le temps. Ça veut dire que ça ne se gère pas du tout, une personnalité obsessionnelle? Alors ça se gère, et notamment quand vous avez autour de vous quelqu'un d'obsessionnel, d'abord il faut lui montrer que l'on apprécie son ordre, sa rigueur, qu'il a bien préparé les sandwichs, qu'il n'a pas oublié d'emmener le vin, le bon vin qu'il fallait au bon moment, etc. Parce que sinon on va le casser et on va le rendre triste. Mais chez le psy, par exemple, c'est important de souligner, de lui faire une prise de conscience de cette obsessionnalité. Alors l'obsessionnel, lui, va se trouver un quart d'heure avant la séance dans ma salle d'attente. Il va me dire, vous avez vu Chantal, je suis venue à l'heure, même un peu avant, ne sachant pas si ça roule bien, si votre porte en bas s'ouvre bien, enfin voilà, j'ai quand même pris un peu quelques précautions. Et puis, j'ai également noté plein de choses pour ne pas les oublier. Donc, il sort une feuille, longue comme ça, avec 50 points, et il va me dire, voilà, j'ai 50 points à traiter, et là, il va falloir lui dire, waouh, on se calme, est-ce que vous êtes sûr qu'on va traiter les 50 points? Est-ce que, voilà. Eh oui. Et on peut lui donner quelques conseils. Par exemple, en thérapie, on va lui demander peut-être de s'inscrire dans un club de théâtre, pour être un petit peu plus décontracté, de se détendre, et de ne pas tout le temps être dans le contrôle. Voilà, qui sont sans doute de très bons conseils. Merci Chantal. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo et pour détailler encore un peu plus ces trous des personnalités. Merci Michael.